Ça y est, all good. Bon, alors, petit sondage dans la salle, qui fait du Kotlin ici? Yes, c'est bon. Et qui fait du GraphQL? 2 personnes. Ok, c'est bon. C'est parfait, parce que c'est une présentation de GraphQL et comment on peut utiliser GraphQL en Kotlin. Donc, tout va bien. Quelques mots sur moi. Moi, c'est Martin. Donc, je suis développeur. En fait, je suis mainteneur de ce projet. Je travaille pour une société qui s'appelle Apollo. Le logo en petit là-haut. Qui fait des outils autour de GraphQL. Donc, on a toute une partie qui est open source, sur laquelle je travaille, qui est les clients, les serveurs. Toute la stack est 100% open source. Et après, on a des outils qui s'appellent Graphos, qui vous permettent de faire rajouter l'observabilité, le routing et tout ça sur votre API GraphQL. Si ça vous intéresse, on pourra en parler plus après, mais ce n'est pas pour ça que je suis là ce soir. Je suis là pour vous parler de GraphQL. Et donc, si vous ne connaissez pas GraphQL, c'est un truc qui a commencé il y a plus de 10 ans maintenant, 12 ans, chez Facebook. Parce que chez Facebook, en 2012, ils ont eu un problème, c'est que c'était le début du mobile. Donc, ils avaient un gros site en PHP, un gros monolithe PHP, et puis ils se sont mis à faire une appli mobile pour faire les applis Android, iOS, etc. Et donc, pour faire leur appli mobile, ils ont fait une API séparée. Parce que sur mobile, vous n'avez pas forcément les mêmes données, il y a moins de trucs à afficher, ça prend, voilà, vous voulez optimiser un petit peu. Donc, ils ont fait une première API, sauf qu'après, il y a eu le laptop. Entrée, on vient de commencer. Après, il y a eu les smartwatches, donc pareil, une autre API, etc. Après, les tablettes. Et donc, Facebook, ils se sont retrouvés avec 10 000 API différentes, et à maintenir, c'était juste l'horreur. Donc, ils se sont dit, plutôt que d'avoir 50 000 endpoints pour chacune de nos plateformes différentes, on va faire un gros graphe avec toutes nos données dedans. Et puis, les applis viendront piocher ce dont elles ont besoin. Par exemple, si vous avez un laptop, vous allez récupérer une grosse partie du graphe parce que vous pouvez afficher plein de trucs. Donc le feed, les différents posts, la pub, parce que vous êtes Facebook, vous voulez faire de la pub. Le titre, un gros thumbnail en grosse résolution, etc. Si vous êtes un téléphone, peut-être vous avez le thumbnail en plus petite résolution. Si vous êtes une smartwatch, vous affichez un tout petit écran. Donc vous affichez le titre de chaque post, par exemple. Et donc ça, c'est la propriété principale de GraphQL, c'est-à-dire que par rapport au reste où vous faites une requête, vous récupérez un gros JSON avec plein de trucs dedans, en GraphQL, c'est le client qui demande ce qu'il veut et il récupère uniquement les données dont il a besoin. Donc, quand même un peu plus cool. Deuxième aspect cool de ça, c'est que si vous avez besoin de quelque chose dans votre graphe de données, il n'y a pas besoin de faire un ticket pour le développeur back-end pour qu'il rajoute la donnée dans le JSON. Vous pouvez directement, en tant que développeur front, d'ailleurs c'est une question que j'aurais pu poser au début, il y a combien de développeurs front ici? Moitié. Et combien de développeurs back-end? Ok, cool, parfait. Donc moitié-moitié à peu près, et en gros, GraphQL, ça résout un petit peu ce problème de la communication entre le front-end et le back-end, parce qu'il y a un langage commun entre les deux. Ce langage, il est fortement typé. Donc vous avez des types pour à peu près tout ce que vous voulez. Par exemple, des objets. Ici, on a un type user qui est le type user de GitHub. Je crois que j'avais utilisé ça comme exemple. Vous avez tous les scalaires possibles, donc les booléens, les entiers, les floats, les strings. Voilà, qui sont les 4 trucs de base que vous avez à peu près dans tous les langages. Bien sûr, vous pouvez avoir des objets dans vos objets. Vous pouvez avoir des listes. Et du polymorphisme avec des interfaces et des unions. Donc c'est un gros mot, le polymorphisme, mais tout ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez faire de l'héritage. Donc ça, c'est assez sympa. Ici, il y a une interface Node, par exemple, qui permet de dire tous les objets dans mon graphe, ils ont un ID. Et donc l'objet user, il implémente Node. Et ça gère la nullabilité. Donc si vous êtes dev Kotlin et que comme moi, avant, vous faisiez du Java et que maintenant vous êtes mis au Kotlin, le Kotlin, c'est vachement cool. Parce que au lieu d'avoir le no, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, null pointer exception, voilà. J'ai oublié. C'est le passé, quoi. En GraphQL, c'est pareil, sauf que, alors voilà, là, c'est petit truc à se souvenir, c'est inversé, quoi. C'est-à-dire que par défaut, en GraphQL, là, quand vous avez string, c'est nullable, et quand vous avez point d'exclamation, c'est pas nullable.
Ça, c'est pareil, on pourra revenir après dessus parce que c'est un de mes sujets favoris, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, au global, bah, les deux time systems, ils sont vraiment très similaires, hein. Voilà, les float, int, boolean, string, bah, c'est pareil, ça y est dans les deux langages. Les objets, les interfaces, ça y est dans les deux langages. Nullability, c'est pareil. Et donc, ça va nous permettre de faire pas mal de trucs bien sympas. Dans les autres propriétés, j'ai parlé des deux premières ici, pas d'overfetching, strongly typed. Je m'excuse par avance pour tous les anglicismes, c'est une présentation que j'ai récupérée, donc s'il y a un terme sur lequel vous voulez que je revienne, je peux, hein. Introspection, ça permet d'avoir la doc directement, donc vous avez un seul endpoint, et le endpoint, il vous permet de récupérer toute la doc de votre API, donc ça c'est assez cool. Pas de versionning, et puis ça peut marcher sur n'importe quel transport, donc que ce soit HTTP, mais vous pouvez faire autre chose. Mais tout le monde fait du HTTP. Ça, c'était un peu pour la théorie, mais le mieux, c'est quand même de voir en pratique comment ça marche. Si j'ai accès à Internet. Je n'ai pas accès à Internet. Quelqu'un a le Wi-Fi de l'école, hein. Ça y est, c'est bon. Ok, on est bon. Ça charge un petit peu. Peut-être rapprocher mon téléphone là-bas. Il n'y a pas de questions à ce stade. Si vous avez des questions, on n'est pas trop nombreux, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Ouais. Pour le overfetching, la question c'était par rapport au poids de la réponse. Yes. Ça va prendre beaucoup de poids, parce qu'on a, j'ai l'impression qu'on va récupérer la Terre entière en fait avec GraphQL. Ouais. C'est ça qui me trigger en fait. Est-ce que c'est le cas ou... Bah, en fait, c'est l'inverse. Tu peux répéter la question s'il te plaît? Ouais, pour le micro. Donc la question c'est... Sur l'overfetching en fait, Okay. pardon, sur le, oui, c'est ça, le no overfetching, j'avais compris que voilà, tu récupères ton graphe et tu disais on peut inclure des objets dans les objets. Ouais. Est-ce que le risque c'est pas de récupérer la Terre entière alors que tu as vraiment un truc spécifique qui t'intéresse? Bah, tu choisis ce que tu récupères par exemple. Tu vois, si à l'intérieur du feed tu veux récupérer les posts, tu récupères les posts. Okay. Si tu veux pas les pubs, tu récupères pas les pubs. Mais disons qu'à un moment, tu récupères les données dont tu as besoin. Donc si tu as besoin d'afficher les pubs, il faut que tu les récupères, et donc là, il n'y a pas de solution magique. D'accord. Donc en fait, il faut vraiment extrêmement bien structurer ta chose pour que, en fonction des requêtes que tu fais, tu récupères les bonnes choses au bon moment. C'est ça. Ok. Tu décris le graphe de tes données, mais on va le voir avec l'exemple en fait. Et l'autre, c'était par rapport à la no versioning. Ouais. En fait, c'est quoi le risque qui est évité en n'ayant aucune version? J'essaie de comprendre pourquoi est-ce que c'est une bonne chose en fait le no versioning. Le no versioning, bah, alors ça, ah oui, je vais répéter la question, pardon. La question c'est en quoi est-ce que le no versioning est une bonne chose pour une API? Globalement, ça t'évite d'avoir plusieurs versions de ton API en parallèle. Voilà. C'est un petit peu... je ne sais pas trop comment dire autrement, mais ça t'évite d'avoir /v1, /v2, et d'avoir un truc qui est très très grossier, on va dire. Donc tu dupliques toute ton API. Là, ça va se situer champ par champ. Je vais montrer sur un exemple, ça va peut-être faire plus de sens. Donc là, c'est une API, comme ça,
C'est une API que j'ai développée qui liste des conférences Android. Donc vous avez la liste de toutes les conférences Android qui sont passées. Et donc j'ai la doc ici. Donc la doc, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai enlevé un petit bandeau ici qui disait introspection, je ne sais pas quoi. En fait, je donne ici le endpoint de mon API. Donc l'API s'appelle confetti app-dev/GraphQL. Et donc l'outil ici qui s'appelle Sandbox récupère automatiquement toute la doc. Donc on peut aller à l'intérieur, voir, j'ai un objet root qui s'appelle query. Dedans, j'ai des conférences. Dans chaque conférence, il y a par exemple des jours, une time zone et un nom. J'ai aussi des sessions. Donc je peux aller dans session par exemple ici. Et dans la session, j'ai la complexité, la description, la date de fin, la langue de la session, les salles, etc. Et donc, sur le versionning, vu que c'était la question d'avant, c'était à quoi sert le versionning. Par exemple, au début sur cette API, j'avais mis un truc qui s'appelait end-instant. Je ne sais pas si tu as déjà fait des trucs avec des dates et des formats de dates, c'est la merde. Pardon pour la vidéo. Et donc, je ne sais plus ce que j'avais fait, mais je n'avais pas utilisé le bon format ISO 8601 qui va bien. Et donc, j'ai regretté tout de suite, enfin disons une semaine après, j'ai regretté mon choix sur le format de date. Et donc là où, en REST, j'aurais été obligé de réécrire toutes mes routes en faisant un /v2 juste parce que j'ai un champ, le undistant qui est mauvais, ça m'aurait forcé à faire par exemple tous mes /speakers, tous mes /sessions, etc. Tous les refaire, c'est monstrueux, quoi. Donc là, en GraphQL, le truc qui est assez cool, c'est que je peux le mettre deprecated. Et je dis à la place, utiliser hands-at. Et donc si je reviens en arrière, là j'ai un hands-at normalement quelque part, voilà, qui a un local datetime et qui est bien en ISO 8601. C'est pas marqué dans la doc, mais croyez-moi sur parole, ça l'est. Et donc sur la question de l'overfetching, le truc intéressant ici, c'est que je peux récupérer exactement les données dont j'ai besoin. Par exemple, si je veux les sessions, où est-ce que je les ai? Hop, c'est ici. Voilà. Donc je récupère les nodes. Les nodes, on verra après, mais c'est pour récupérer des listes. Je récupère la langue. Si je veux l'ID, par exemple, je mets ça. Et là, je récupère l'ID. Donc ça, c'est ici. C'est du GraphQL. Donc c'est le langage en tant que tel. Ça ressemble un petit peu à du JSON, mais ce n'est pas exactement du JSON. On décrit en gros la structure des données qu'on veut. Donc ici, je veux des sessions avec toutes les sessions, le langage, le titre, etc. Et puis, quand j'appuie sur Run ici, si tout se passe bien, et que j'ai du réseau, yes, je récupère le JSON avec toutes mes données. Donc là, j'ai mis les données d'Android Makers, super conférence. 2023, donc vous aviez une session de Romangui et Chet Haas qui s'appelle Android Graphics. Il y a une session de Gérard aussi, si on scroll, je crois. Ma crainte, c'était que, effectivement, tu as les speakers, tu te retrouves avec un objet plus complexe que ce que tu attendais, mais là, tu décris exactement ce que tu veux. En fait. Tu décris exactement. Et donc, c'est l'avantage par rapport au reste, c'est que on récupère les données de manière individuelle, field par field, et rien de plus. Question? Du coup, le local datetime, enfin, j'ai vu que c'était des objets, là, chez le local datetime et le instance de Kotlin. Alors la question, j'y ai pensé ce coup-ci, la question c'est, ici on a un local datetime en GraphQL et qui a une petite doc qui dit c'est un type qui représente une date formatée comme kotlinx datetime.localDatetime. Donc en fait, derrière c'est transféré comme une string en ISO 8601. Sauf qu'on est capable de rajouter dans le type système de GraphQL des scalaires custom. Ça s'appelle un custom scalar en fait. Donc en gros, j'ai dit dans mon schéma GraphQL que ça représentait Kotlin. Mais en gros, il y en a un, celui-là il est GraphQL et celui-là il est Kotlin. Tu as du coup la possibilité d'avoir des
Ouais, c'est ça. Comme Et- les adapteurs qu'on a sur Mushy. Exactement. Donc la question c'était comment est-ce qu'on fait la conversion entre GraphQL et Kotlin? Et là, petit moment instant promo, là, hop. Si vous allez dans Apollo Kotlin, vous avez libraries, voilà, des adapteurs qui sont par défaut pour tous les types un petit peu communs. Donc voilà, instant, il y a les équivalents Java et Kotlinix à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Big Decimal aussi, parce qu'il n'y a pas de Big Decimal en GraphQL. Donc si vous voulez des nombres de précision arbitraire, il y a ça. Et puis il doit y avoir, ouais, il y en a peut-être un pour le JSON, non? Il y a un truc marrant, c'est qu'on peut représenter en GraphQL du JSON dans du JSON. Mais bon, ça c'est pas grave. Et donc on peut comme ça étendre le système de type de GraphQL. Juste une dernière petite question, c'est par rapport à ton package. Ça veut dire que là, Apollo GraphQL, c'est ton implémentation de GraphQL ou il en existe d'autres? Ouais, ça j'ai la démo juste après. Attends, où est-ce que j'en suis? Je crois que c'est juste après en plus. La type system on a fait. Mise à pratique. Voilà. Donc là, je voulais faire un peu la présentation de qu'est-ce que c'était Apollo Kotlin. Donc c'est 100% open source. Voilà, vous avez le repo ici. Je vous encourage à aller voir. Et du coup, ce que ça fait, ça fait de la génération automatique de code. C'est-à-dire que par rapport à du reste où, je sais pas, vous avez peut-être fait du OpenAPI ou du Swagger ou ce genre de choses, dans GraphQL, c'est un petit peu built-in dans le langage. C'est-à-dire que vous avez tous les outils, vous avez Apollo Kotlin pour Kotlin, Apollo Client en TypeScript, Apollo Swift sur iOS. Et donc, il y a une implémentation de référence en fait qui vient pour chaque langage. Ça prend le schéma dont je parlais tout à l'heure, qui décrit tous les types de votre schéma. Ça prend un fichier GraphQL qui est votre query. Donc si je reviens ici sur l'Explorer, le schéma, c'est un petit peu la doc, hein, c'est tout ce qui est là-dedans, avec tous les objets, query, etc. D'ailleurs, je n'ai pas montré, mais je dois avoir le schéma quelque part ici. Voilà, schéma. Donc là, j'ai tous les types de mon schéma. Est-ce que je peux le voir? Voilà. Et je peux le voir en SDL. Donc ça, c'est le fichier qui est la source de vérité. Vous arrivez à voir, c'est assez gros, hein, avec tous les types de mon schéma. Et donc, du coup, on prend ça dans Apollo Kotlin, ici, le schéma. On prend la query que je viens d'écrire pour récupérer field par field tous les éléments. Et à la fin, ça me génère ce que je veux, en l'occurrence du Kotlin ici. Voilà, ça prend la query, ça c'est du GraphQL ici, et ça génère des data classes Kotlin directement fortement typées, parce qu'on a vu que le système de type était très très similaire. D'ailleurs, si vous avez l'œil aguerri, vous verrez que j'ai fait une erreur ici, parce que... non, c'est bon. J'allais dire, il manque le point d'interrogation ici pour l'annulabilité, mais non. Parce que si je revais dans mon schéma ici, si je vais sur langage... Ah ben si, c'est un string, c'est nullable. Donc j'ai fait une erreur ici. Ici, il n'y a pas le point d'exclamation, donc ici, il devrait y avoir un point d'interrogation. Ici. Voilà. C'était pour voir si ça suit. Et donc, le truc qui est vachement cool, c'est que le depreciated dont je parlais tout à l'heure, en fait, on peut le mettre dans la codegen directement, donc avec une annotation Kotlin. Et donc, si vous l'utilisez dans votre code, directement, vous avez le warning. Il n'y a pas besoin d'aller parler à votre dev backend, même si les équipes backend sont très cool. C'est tout fait automatiquement, la communication se fait directement. No versioning, je vais passer parce qu'on en a parlé un petit peu déjà. Et donc le truc très cool, c'est que on peut faire plein d'outils avec. Apollo Kotlin en est un. On a aussi un plugin pour Android Studio qui permet de de donner l'autocomplete, etc. quand vous tapez votre GraphQL. Donc là, c'est le moment démo. Si je prends mon petit Android Studio, que je ferme ça, et que je veux mettre en place du GraphQL en Android, comment est-ce que je fais?
Donc, si tout se passe bien, j'ai déjà mon plugin qui est installé. Voilà, il est là, c'est bon. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Gradle un petit peu, mais il y a un petit peu de Gradle à faire, ça c'est inévitable. Faut rajouter le plugin Apollo. Donc ça, c'est le plugin qui va faire la génération de code automatique. Resynchroniser. J'ai fait une typo. Ah oui, c'est du Gradle, c'est normal. Il faut spécifier la version. Et puis, la dépendance sur le runtime. Et là, si tout se passe bien, j'ai l'autocomplétion. C'est bon point de vue taille. Hein. Ouais, taille de texte. Donc je crée un nouveau service et je lui dis d'utiliser un package name log. Cool. Voilà. Je peux aussi configurer mon projet pour télécharger automatiquement le schéma. Pour ça, il faut que je lui donne le onPoint. Et l'endroit où télécharger le schéma. On va lui dire de le télécharger ici. Il faut toujours synchroniser avec Gradle. Et ensuite, si je tape download, voilà. J'ai une nouvelle tâche Gradle qui s'appelle download API Apollo Schema from introspection. Un peu long, mais qui va me permettre de télécharger le schéma directement depuis mon onPoint. Et si tout se passe bien, maintenant il est là. Voilà, il est là. Je peux le mettre comme ça. Et maintenant, si j'écris des requêtes, get conferences, normalement, si tout se passe bien, c'est là l'effet démo, je croise les doigts. J'ai pas l'autocomplete. Ça y est. Bon, il faut toujours synchroniser. Et attendre, ouais. Et donc là, voilà, c'est quand même ça que je voulais montrer, c'est assez cool, parce que du coup, vous avez l'autocomplete directement dans Android Studio. Donc ça, c'est assez cool. Par exemple, si je fais name, et alors, si je ne me suis pas planté, pourquoi il me panne? Voilà, ça y est, il a généré le code aussi automatiquement, et donc ça, c'est le code généré. Donc il y a pas mal de choses à l'intérieur. On voit une classe de haut niveau. Normalement, ça, c'est du code qu'on ne lit pas. Hein. Je vous le montre parce que, à titre de curiosité. Mais il génère aussi la data class ici avec la liste de conférences, et la conférence avec, à l'intérieur, les deux fields. Si je rajoute un field, par exemple la time zone, voilà, il arrive ici aussi. Du coup, ben on est presque bon. Pour utiliser ça, je fais quoi? Je fais un val. Alors, on va faire des flows. C'est un projet, c'est le projet template que j'avais ouvert. Hein. Petite question? Ouais. Par rapport au code généré, tu peux rajouter des règles pour ProGuard Alors la question c'est, sur le code généré, est-ce qu'il faut rajouter des règles ProGuard? Et la réponse est absolument pas, parce que ça utilise absolument zéro réflexion. Et ça c'est un autre avantage dont je n'ai pas parlé avant,
c'est que comme on a tout le tooling et que la génération de code connaît le schéma, le type et tout, les parseurs sont générés sans réflexion. C'est pas comme du JSON ou autre chose, ou du Jackson par exemple, qui utilise de la réflexion. C'est aussi ça qui fait que ça marche sur Kotlin Native par exemple. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de JVM. Tous les modèles, tu peux les faire fonctionner en JS, sur iOS, partout où tu peux compiler Kotlin. Si on regarde à l'intérieur des modèles générés, voilà, si je vais ici, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré ça, mais ils sont dans Build quelque part. Pourquoi j'ai pas Build ici? Project Files, ah ouais, ça c'est, je me fais toujours avoir. App. Quelqu'un sait pourquoi j'ai pas mon répertoire Build? Open in Finder. C'est sur la perspective Project File. Tu vois, il est là. Project. App. Ah ouais, non, c'est dans App que je voulais aller. Bon, j'ai pas envie de refermer et rouvrir Android Studio. Mais en gros, c'est généré voilà, dans le dossier build. Et normalement, c'est des choses qu'on ne touche pas. Bah ouais, c'est ce que en fait j'ai un raccourci pour faire ça, et c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, et ça marche pas. Et ah oui, je voulais montrer les adapteurs. Alors là, il y a un adapteur là-dedans, qui est ici. Bon, ça c'est vraiment les détails. Normalement, on va jamais dedans. Mais ça, c'est le code qui parse le JSON et qui génère les modèles Kotlin automatiquement. Et donc ça, c'est 100%, voilà, c'est zéro réflexion, c'est que du code Kotlin pur, sans dépendance, aucune dépendance. J'avais une petite question concernant les types. Dans GraphQL, tu as montré string, tu as montré date. Est-ce que tu peux faire des enums, des types finis, une liste finie de valeurs? Est-ce que c'est possible? Donc la question, c'est est-ce qu'il y a des enums en GraphQL? Et il y a tout à fait des enums en GraphQL. Est-ce que j'en ai une dans mon schéma de référence? C'est une bonne question. Je crois pas. Enfin, ou équivalent, peu importe. Ah si, j'ai une enum là. Conférence feed. Ah oui, j'ai plein d'enums. Ah oui, bah, typiquement order by, ouais, ça c'est une enum que tu vas retrouver dans plein de schémas. Quand tu as de la recherche, je n'ai pas parlé des arguments, mais en GraphQL, tu peux passer des arguments à des fields. Et donc, tu peux lui dire de trier par ordre ascendant ou descendant. Donc, il y a des enums qui sont un petit peu moins puissantes que les enums que vous avez en Swift ou en Kotlin, par exemple, où vous pouvez associer des datas à vos enums, en Kotlin avec les style class, par exemple. Donc ça, on ne peut pas faire en GraphQL. Donc c'est une partie où c'est un petit peu différent, mais bon, on peut quand même faire pas mal de choses. Pas d'autres questions là-dessus? 5 minutes avant la fin? Bon, j'essaye d'afficher un truc en compose quand même, pour aller jusqu'au bout de la démo. Donc du coup, comment ça marche? Je crée un client, Apollo client.builder.build, et je lui donne l'URL de mon backend. GraphQL. Et du coup, je fais une query qui s'appelle getConferencesQuery et je la transforme en flow. Et mon flow, j'utilise la fameuse collectAstate. Initial, on va dire nul pour le loading state. Et là, il y a scaffold, machin. Alors, je vais faire beaucoup d'indentations. Hein. Faites pas ça chez vous. Hein. Box. Modifier égale, il faut consommer le padding là, je crois. Padding de inner padding. On met tout dedans. Et là, on a la réponse ici dans le state.
S'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est le loading state. Donc on va mettre circular progress indicator. Mon centre, c'est aligne. Oui, c'est dans une box. Ouais, c'est bon. Et sinon, on va mettre une lazy colonne avec dedans tous les datas. On va dire qu'il n'y a pas d'erreur dans mes datas. Hein. Et là, on va juste afficher le texte, le nom de la conférence hein, pour... voilà, it.name. Et donc, le truc cool, c'est que là, si j'essaye de demander, par exemple, time zone, je l'ai demandé, mais il y avait une propriété days dans mon objet conférence, et donc je ne l'ai pas, parce que je ne l'ai pas dans ma query. Si je le veux dans ma query, il faut que je le rajoute ici. Et maintenant, il devrait apparaître ici. Voilà. Sauf que days, ce n'est pas une string, donc ça ne marche pas. Voilà. On appuie sur play, et on croise les doigts. Encore le bloc greeting. Ah ouais. La box est peut-être pas sur la taille de l'écran. Yes. Je les ai pas centrés. Ah, et la box, oui, il faut aussi lui mettre fill max size. Roulement de tambour. Je suis toujours dans le téléchargement. Attendez, il m'a retéléchargé le schéma, ça ne va pas suffire. Voilà, ça compile. Déjà, ça compile. Déjà, c'est centré. Mhm. Quel suspense insoutenable. Alors comme c'est moi qui ai codé le back-end, hein, je garantis rien. Parce que moi je suis développeur Android à la base. Alors, mais en vrai, ce qui peut se passer, mais là ça m'étonne un petit peu, c'est que le back-end il est sur Cloud Run, et donc Cloud Run, s'il n'y a personne qui fait de requête, au bout de 15 minutes, il arrête tout. Et après, quand il faut redémarrer, c'est un petit peu long, mais là, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai bien la permission Internet quand même. Ouais, sinon il m'aurait dit... Response égale nul. Hmm. Tu peux pas avoir des infos sur la requête HTTP que tu exécutes derrière? Genre le debug, ouais, je pourrais mettre un... Enfin, sans le debug, ouais, enfin, avoir activé les logs. J'imagine que tu utilises 14 derrière. C'est OK HTTP. Hein. C'est ok, je te dis, Ouais. t'as pas moyen d'activer le log pour voir si t'as quelque chose. Enfin, peut-être pas. Bah, on pourrait mettre un logging HTTP interceptor et tout, mais on va peut-être surtout s'il reste 2 minutes. Ouais. Bon, je vais travailler dessus pendant la présentation de Yacine. Je voulais quand même terminer sur une petite comparaison avec REST, parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je peux finir 2 minutes sur la comparaison. Et donc finalement, en REST, on a une notion de ressources fixes avec plusieurs routes. En GraphQL, pardon, c'est un seul graphe avec un endpoint tout simple. En REST, on a Swagger. Enfin, il y a plusieurs solutions. Ce qui est bien parce que c'est de la diversité. Si vous êtes développeur Android, vous aimez la diversité normalement. Mais ce qui est moins bien parce qu'il y a plein de solutions différentes. Et l'interop ne se fait pas forcément très très bien. En GraphQL, le tooling, il est built-in. Et donc, ça marche super bien. Quoi. Vous avez vu, il y a des outils avec la doc qui marche direct. Versionning, on en a parlé. Et puis voilà, l'autre différence, c'est qu'en REST, vous avez des queries qui sont très statiques et donc très faciles à cacher parce que c'est toujours le même retour. Alors qu'en GraphQL, vous avez des queries dynamiques. Et donc ça, c'est quelque chose, comme dit souvent, c'est finalement, en GraphQL, c'est dur pour le back-end parce qu'il faut se préparer
à devoir gérer n'importe quel type de query. Sauf que, en fait, GraphQL, ça peut se transformer en REST. Avec un truc qui s'appelle les persisted queries. La persisted queries, c'est quoi? C'est vous prenez votre requête GraphQL, et vous la hachez, vous faites ce que vous voulez avec, et vous la transformez en un ID. Cet ID, vous le faites connaître à votre serveur avec la requête associée. Et donc, au runtime, ce que vous faites, c'est qu'au lieu d'envoyer toute votre requête, vous envoyez juste l'ID quelque part comme ça. Voilà, tchac. Et donc, finalement, vous recevez un gros JSON, qui est toujours le même, parce que la requête pour cet ID, c'est toujours le même. Et donc, finalement, c'est la définition d'une API REST, quoi. C'est-à-dire que si vous avez une collection de fichiers GraphQL, vous pouvez transformer votre collection de fichiers GraphQL en API REST. Et donc, une fois que vous avez votre API REST avec les différents ID, alors c'est sûr que ce n'est pas très lisible, mais vous avez tout le tooling qui vous permet de faire la translation. Vous pouvez faire le cache comme vous voulez. Je crois que c'était ma conclusion. Ah, j'avais le futur, mais bon, on pourra en parler après autour d'impôts si vous voulez. C'était tout pour moi aujourd'hui. Petit lien Open Feedback si vous avez des retours à me donner. Ça sera très apprécié. Merci beaucoup. Et donc, je laisse la parole à Yacine. On a le temps pour quelques questions, ouais. Moi j'ai une question. Comment je fais si je veux passer un token d'authentification, ce genre de choses? Une valeur que j'ai envie d'envoyer à mes requêtes? En vrai, c'est comme pour ton API REST parce qu'on utilise OK HTTP sur Apollo Kotlin. Donc, tu peux utiliser un interceptor. Ouais. Pour la petite histoire, moi je bossais chez Dailymotion avant. Et du coup, on faisait ça, quoi. Comment est-ce qu'on faisait pour avoir un token? Et, ouais, avec un intercepteur OK HTTP, ça marche super bien. Et si tu es en Kotlin multiplateforme, on a une API qui ressemble à OK HTTP, qui est multiplateforme. Ouais. D'abord, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question, c'est à propos du tracing. D'abord, la question, c'est est-ce que le tracing peut apparaître en production? Parce que j'ai déjà vu en production des retours GraphQL où il y a du tracing. Et je me suis retrouvé avec une réponse où il y a plus de tracing que de data. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Alors le tracing, la question c'est est-ce qu'on peut enlever le tracing en prod? Sachant que là, si on fait, et ça c'est une expérience intéressante, si vous ouvrez ça, qu'on fait une requête, tchac. Donc c'est un post, est-ce que je l'ai là? Voilà. Donc ici on a le post, là on peut bien tout voir, même si c'est très petit. Donc vous avez la query ici qui est envoyée. Et la réponse ici. Et dans la réponse, c'est que du JSON, donc il n'y a pas de tracing. Là, il y a zéro tracing. Et normalement, le tracing, si c'est bien fait, il ne vient pas chez ton client. Normalement, le tracing se passe 100% côté back-end. Après, c'est vrai que selon le niveau de trace que tu veux, ça peut faire pas mal d'infos. Typiquement, comme tous les fields sont différents, dans une architecture qu'on appelle fédérée, où tu as plein de microservices qui sont agrégés en un seul gros service GraphQL, tu peux avoir des fields qui ont des propriétés très différentes et des latences très différentes. Si tu veux tracer tout ça, ça prend un petit peu plus de place, mais après tu peux compresser, enfin, il y a des solutions. Yes. Je sais pas si tu as un exemple sous la main, mais j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble un contrôleur côté back-end qui retient du GraphQL. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais. L'équivalent. Alors, si tu fais du Spring, le contrôleur c'est du Spring. Hein. Alors, si tu fais du Spring, il y a un framework super qui s'appelle DJS, qui est fait par Netflix. Hop. Et du coup, comme toujours en Spring, il y a pas mal d'annotations. Mais voilà, en gros, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si tu vois. Hop.
Tu définis un DJS component. Et alors là, je ne suis pas expert, donc je ne peux pas trop aller dans les détails. Mais là, ça utilise Jackson derrière. Et là, ça utilise de la réflexion pour le coup. Et voilà. Tu as deux manières, en gros, de générer ton serveur. Tu as ce qu'on appelle code first et schema first. Et schema first, c'est écrit d'abord du GraphQL. Et après, tu écris les résolvers pour chacun de tes fields. Donc, c'est bien si tu veux avoir le contrôle absolu sur ton schema et savoir exactement comment il va être sorti. Et puis, tu as l'approche code first qui est pas mal parce que du coup, tu n'as même pas besoin de connaître GraphQL. C'est un peu ce qui se fait là, en fait. C'est-à-dire que là, tu écris du code et après, il y a une moulinette qui passe et qui génère ton schéma automatiquement. Tu écris du Java et ça sort du GraphQL. On a le temps pour une dernière question? Ouais. Peut-être même deux. Apollo Kotlin, maintenant c'est Kotlin multiplateforme, il me semble. Yes. Donc HTTP, c'est pas juste JVM. Si. Ouais. Tu utilises des clients différents en fonction de la target. Ouais. Ça veut dire que si tu fais une application qui est elle-même KMP et qui utilise Apollo, tu vas être obligé d'aller dans les sources de chacune de tes targets à toi pour pouvoir du coup mettre un intercepteur ou équivalent en fonction de chaque. Bah, en fait, on a refait 14 quasiment en interne chez Apollo. Pas aussi configurable, bien sûr, mais on a une API de base qui s'appelle HTTP Engine, qui est l'équivalent de 14 en fait. D'ailleurs, Engine, il n'y a pas de secret, quoi. Et donc, on a un default HTTP Engine, il me semble, voilà, qui est implémenté un peu partout. Donc, on a un default HTTP Engine pour JS qui utilise Fetch, pour 14 qui utilise 14, qui utilise OK HTTP. Et puis, si toi, tu veux définir ton propre HTTP Engine, tu peux aussi. Tu voulais pas être dépendant de 14 du coup et de ses évolutions dans KMP ou Le truc, c'est que 90% des utilisateurs, c'est Android quand même. Et ils ont déjà OK HTTP dans la stack. Donc, le cœur, c'est vraiment, il fallait OK HTTP de base. Après, on a aussi Apollo 14, voilà, Engine 14. Donc, il y a un truc qui utilise 14 et qui implémente l'interface HTTP Engine. Donc, on a notre propre interface HTTP Engine qui mimique celle de 14 et qui peut être implémentée en utilisant 14. Voilà, tout est possible. C'est bon. Bah, merci beaucoup. Merci à tous.